Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel Python, le 4e. Et dans ce tutoriel, nous allons apprendre à travailler avec des listes et avec des data frames. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une liste? Donc souvenez-vous, dans le tutoriel numéro 3, on avait vu un vecteur. On avait vu que dans un vecteur, on mettait obligatoirement du numérique, donc soit des nombres complexes, soit des nombres réels, soit des nombres entiers. Et la grande différence, c'est que dans les listes, on peut varier ce qu'on met dedans. Donc, par exemple, on crée une nouvelle liste. Donc, les listes, c'est toujours entre crochets. Et là, vous voyez, dans cette liste, donc je la nomme ma liste. J'ouvre les crochets. Et là, je mets un entier. Je mets une expression littérale et un booléen. Et si je run la cellule, je n'ai pas d'erreur. Alors que si j'aurais fait pareil avec un vecteur, ça m'aurait donné une erreur. Et ensuite, pour accéder à un élément de la liste, on utilise les crochets. Donc souvenez-vous, Python commence à 0. Donc 0, c'est le premier élément. Et le dernier élément, c'est l'élément n-1. Donc ici, j'ai 3 éléments. 3 moins 2. Mon dernier élément, c'est l'élément numéro 2. Donc Python, ça dépend. Je crois que R commence à 1, Julia commence à 1, mais Python commence à 0. Donc le premier élément, c'est toujours l'élément numéro 0. Et là, si je veux afficher chacun des éléments de ma liste, alors je mets simplement entre crochets, le premier élément est 0, le deuxième est 1, et le troisième est 2. Ensuite, une fonction qui peut s'avérer utile, c'est le fait de remplacer un élément. Et pour remplacer un élément, c'est comme pour assigner une variable, on va mettre un égal. Donc là, je veux changer le premier élément, je veux plus mettre 5, mais je veux mettre 6. Alors, je sélectionne le premier élément avec ma liste entre crochets 1, et je mets égal à 6. Et ensuite, j'ai bien ma liste modifiée. Le premier élément, c'est toujours 5. Le deuxième élément qui était 5 en littéral devient 6 en littéral. Et le troisième élément est toujours mon booléen. Ensuite, on peut ajouter un élément à une liste, et ça c'est très utile typiquement dans les boucles for, où pour chaque itération, on veut ajouter un nouvel élément dans une liste. Alors là, on utilise la commande append, avec un point. Donc notre liste.append est entre parenthèses ce qu'on veut ajouter. Donc ici, j'ajoute hihi, et ça vient à la fin de ma liste. On a bien cet élément-là qui s'ajoute. Donc ça, c'est vraiment pour les bases des listes. Et maintenant, on va passer au data frame. En data science, quand vous faites de la biologie, de la géologie, vous allez travailler avec des fichiers Excel ou CSV. Et ces fichiers auront une structure de data frame. Et en Python, le package que je vous recommande, il y en a plusieurs, mais ça c'est vraiment le meilleur, c'est Panda. Donc si vous avez Anaconda, Panda est déjà dedans, de manière automatique. Donc oui, il faut juste l'importer, comme on l'a déjà vu, et on va l'importer comme PD. C'est la manière classique d'importer Panda. Comme on a vu précédemment, NumPy c'est NP. Il y a des codes comme ça qui sont respectés par quasiment tout le monde. Donc on doit importer le package. Et ensuite, on peut créer notre premier data frame. Donc, il y a énormément de manières différentes de créer un data frame. Comme pour tout ce que je vous présente, il y a énormément d'autres fonctions, il y a énormément d'autres choses. Le but vraiment de ces tutoriels, c'est de vous montrer les bases pour qu'ensuite vous puissiez chercher ce qui vous manque ou ce dont vous avez besoin. Donc là, c'est vraiment très basique. Je vous présente une manière de créer un data frame. Il y en a d'autres. La manière que je vous propose ici, c'est à l'aide de ce qui s'appelle un dictionnaire. Un dictionnaire en Python, c'est quoi? C'est une liste de listes, si vous voulez. Donc globalement, c'est toujours entre accolades. Donc je mets D comme dictionnaire, c'est le nom de mon dictionnaire. J'ouvre les accolades, pas les crochets. Attention, ça change, c'est les accolades, comme ça Python comprend qu'il a affaire à un dictionnaire. Vous mettez le titre de l'entrée
Ici, j'ai mis C1, C2, C3 comme les colonnes. Et ensuite, une liste avec vos éléments. Donc un dictionnaire, c'est vraiment une collection de listes. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que toutes les listes doivent être de la même taille. Pour faire un espèce de rectangle. Si une liste n'est pas de la même taille, ça va vous donner un message d'erreur. Donc là, j'ai 3 colonnes, avec chaque fois 5 éléments. Donc ça, c'est un dictionnaire. Si je demande à Python de me l'afficher, ça l'affiche avec exactement de la même manière dont vous l'avez écrit. Et si je demande le type, normalement, Python, il va reconnaître que c'est un dictionnaire. Donc c'est un autre type par rapport à ceux qu'on a déjà vu avant, un dictionnaire. Et ensuite, très facile, une fois que vous avez la structure de dictionnaire, il suffit d'utiliser la commande dataframe de Panda avec des parenthèses. Et attention, dataframe, il y a D majuscule et F majuscule. Donc, vous définissez votre dataframe, vous l'appelez comme vous voulez. Là, c'est le dictionnaire que j'avais plus haut. Et ensuite, ça va vous donner une structure. Et ça, c'est la structure de dataframe. Donc, on a un nom de colonne. Et dans chaque colonne, on a des éléments. Bien sûr, ces éléments ne doivent pas être des valeurs numériques. Bien sûr, mon dataframe peut contenir n'importe quoi comme data, tant que dans mon dictionnaire, toutes les listes ont la même longueur. Donc là, j'ai créé un autre dataframe que j'ai appelé D aussi, avec le nom. Donc j'ai mis Louis, Jeanne, Marc, Lucie, Constance. L'âge, donc l'âge de mes participants à une expérience ou à un examen, par exemple. 18, 22, 27, 19, 24. Et le canton d'origine, Valais, Berne, Valais, Tessin, Vaud. Donc il y a une majorité de Valaisans dans mon dataframe, ce qui est assez représentatif de l'université de Fribourg. Donc ensuite, je crée mon dataframe comme avant, je le définis, je lui donne un nom, avec un égal, j'assigne à la variable df le dataframe, et j'ai ce qui ressemble déjà plus à ce que vous pouvez trouver en fichier Excel ou CSV. J'ai un espèce de tableau avec le nom de mes participants, leur âge et le canton d'origine. Faites attention, quand vous nommez vos colonnes, essayez d'écrire tout, de ne pas trop mettre de majuscules, et ça sinon vous risquez de vous tromper, de ne pas mettre d'accent, sinon ça dépend comment est codé votre ordinateur, il peut ne pas les reconnaître, ou il peut faire un peu n'importe quoi. Donc essayez vraiment d'avoir des noms simples. Et ensuite, une fois qu'on a notre structure de dataframe, il faut apprendre à l'utiliser. Et c'est ça qui est très 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 important et très utile en data science. C'est globalement, et c'est le cas pour moi, des biologistes me donnent d'énormes tableaux, pas seulement avec 5 noms, mais d'énormes tableaux avec plein, typiquement avec des bactéries, avec leur taille, leur croissance, leur âge ou peu importe. Et moi, je dois essayer de tirer des informations, faire des statistiques, par exemple, est-ce que leur taille augmente en fonction du temps, est-ce que la taille dépend de la taille initiale, des choses comme ça. Et pour ça, j'ai besoin d'extraire des informations du tableau ici. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Et la première chose qui peut être utile, donc souvenez-vous, mon dataframe, il s'appelle DF. Donc chaque fois maintenant que vous allez voir DF, c'est le dataframe. Donc vous pouvez l'appeler dataframe, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Souvenez-vous juste qu'il faut remplacer ce DF par le nom que vous avez attribué à votre dataframe pour toute la suite du tutoriel. Donc premièrement, et ça c'est surtout utile si ce n'est pas vous qui avez créé le dataframe, mais si on vous a donné un fichier, c'est de voir à quoi ressemblent les données. Et là, on a la fonction head, parce que si vous avez 10 000, des listes de 10 000 de longueur, vous n'allez pas tous les afficher. Mais head, ça vous donne un aperçu. Je crois que ça donne les 5 premières, où vous pouvez, entre parenthèses, spécifier le nombre de lignes que vous voulez. Donc ça, c'est utile
pour voir le début de votre data frame. Comme ça, vous pouvez déjà dire, ah ok, j'ai cette information, cette information, cette information, je vais pouvoir faire ces statistiques. Donc très utile. Une autre fonction extrêmement utile, c'est de savoir le nombre de lignes et le nombre de colonnes du data frame. Pourquoi ? Parce que souvent dans les boucles for, vous allez devoir dire pour x de 1 à au nombre de lignes. Et pour chaque ligne, vous allez faire la même chose. Donc vous devez savoir le nombre de lignes de votre data frame. Et là, c'est donné par la fonction shape de Panda. Donc df.shape, la df.head, ça vous donne un aperçu. df.shape, ça vous donne la taille. Et là, on a qu'il y a 5 lignes et 3 colonnes. Donc ça, c'est très utile dans les boucles for, par exemple. Ensuite, vous pouvez bien sûr accéder à une colonne en particulier. Donc si vous voulez que la colonne âge, il suffit entre crochets de mettre, alors là il faut faire attention parce que c'est toujours avec des guillemets, il suffit de mettre entre crochets le caractère littéral du nom de votre colonne. Donc dans mon cas ici c'est âge, et vous allez avoir les différents âges qui s'affichent. Donc ça c'est très très utile si par exemple typiquement moi je veux faire la moyenne, on veut faire la moyenne des âges. Là on a directement la colonne avec tous les âges, il suffit de faire la moyenne. Et on verra dans un autre tutoriel comment faire des statistiques avec ces data frames. Et on peut aussi mettre simplement df points, et là il n'y a pas de guillemets. Alors c'est toujours un peu compliqué, et c'est ça dans l'apprentissage d'un langage de programmation, il faut toujours faire attention à la syntaxe. Donc si on met les crochets, il y a les guillemets pour le nom de votre colonne. Si on met point, il n'y a pas les guillemets. C'est juste comme ça qu'est structuré Python. Et ça donne exactement la même chose. Donc vous avez le nom de la colonne et le type de votre variable. Donc là c'est un integer, c'est un entier, et c'est bien ce qu'on a ici. Ensuite, parfois on peut vouloir une ligne en particulier. Donc vous avez remarqué quelque chose de bizarre sur une ligne en particulier. Là, c'est donné par la commande loc. Loc comme location, comme position. Donc là, de nouveau, Python commence en 0. Donc si je veux la deuxième ligne c'était Jeanne, 22 ans, qui venait de Berne, alors je peux simplement écrire df.loc, entre crochets, la deuxième ligne, donc je mets un 1, et j'aurai bien Jeanne, 22 ans, du canton de Berne. Et bien sûr que là, comme on l'a vu déjà dans un autre tutoriel, on peut mettre un range. On ne doit pas mettre seulement une valeur, mais je peux mettre, typiquement, là je veux les lignes de la première à la troisième. Le dernier chiffre est toujours non compris. Donc ça va me donner... Ah non, il est compris. Ah, là, il est compris. Alors, de la première à la troisième compris. Et on peut spécifier une colonne. Donc si je veux les noms des participants, mais je ne veux pas toute la colonne, mais seulement les 4 premières, alors je mets juste un range ici. Si ici par exemple je veux que les 3 premières, je mets 2 0 à 2 et j'aurai Louis, Jeanne et Marc. Et là de nouveau ça dépend du langage. Donc ici c'est pour ça que je me suis trompé. Dans certains langages, le deuxième chiffre après les 2 points, il n'est pas compris. En Python c'est compris. Donc faites bien attention à ces détails. Et le mieux pour ça c'est que vous vous entraîniez. Créez un data frame et essayez de refaire ce que je fais là devant vous. Ensuite, la commande iloc. Iloc est un peu comme loc, mais ça permet d'avoir des lignes et des colonnes. Donc, pas seulement des lignes, mais aussi des colonnes. Donc, admettons... Et là, c'est pas... alors là, attention, c'est pour ça que j'ai fait faux. Et là, dans iloc, le deuxième n'est pas compris. C'est pour ça que j'ai confondu avant. Donc, faites vraiment attention. Là, il faut vraiment faire des tests. Et avant de commencer à faire des statistiques, vérifiez toujours que vous avez les colonnes que vous voulez, que vous avez les lignes que vous voulez. Sinon, vous risquez de faire des erreurs. Donc là, on a deux fois un range de valeurs. Donc là, entre 0 et 3, c'est pour mes lignes. Et entre 1 et 3,
c'est pour mes colonnes. Et cette fois, attention, le deuxième n'est pas compris. Donc si je veux les 3 premiers, je dois ici mettre un 4. Et là, j'ai bien mes 3 premiers. Et là, je ne veux pas le nom qui est le premier. Donc là, on peut revoir qui est la première colonne. Je veux seulement l'âge et le canton. Du coup, je vais de 1 à 3 non compris. Et si je veux seulement le nom et l'âge, je vais aller de 0 à 2 non compris. Et là, j'ai le nom et l'âge. Donc faites bien attention. iloc, le deuxième chiffre n'est pas compris. Et loc, ici, on revient à loc, le deuxième chiffre est compris. Pourquoi? Mystère de Python. Mais faites attention à ça. Et je me suis moi-même trompé. J'ai moi-même confondu les deux avant. Bon, très bien. Souvent, quand on a un data frame, on pourrait vouloir l'ordrer. Typiquement, là, on a des âges et peut-être que c'est utile d'ordrer par âge pour faire certaines statistiques, typiquement la médiane. Ou la médiane, rappelez-vous, il faut une statistique ordrée et on prend ensuite la moitié. Et à la moitié, c'est la médiane. Donc comment faire ça? Il y a en Panda une fonction qui s'appelle sortValue. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, quelle est la syntaxe? On met df point, comme d'hab, sortValue. Ensuite, by, c'est ma colonne, by age. Et on peut choisir si c'est ascendant ou descendant. Donc, ascending true, ça veut dire que ça va être du plus petit au plus grand. Et là, on a bien notre data frame. Alors, bien sûr, ça change l'ordre de mes participants. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Et Jeanne se retrouverait à avoir 18 ans et plus 22. Donc, ça change toutes les lignes. Ça réordre chaque ligne. Et là, on a bien l'âge en ordre croissant. Donc, ça très utile pour certaines statistiques, typiquement la médiane. Et là, ce qui est extrêmement utile aussi, c'est qu'on peut vouloir trier un data frame à l'aide d'opérateurs logiques. Donc rappelez-vous, opérateur logique, c'est plus petit ou égal, plus grand ou égal, ou est égal, n'est pas égal à. Donc comment on fait? La structure est un peu particulière, faut faire attention, c'est plus df point quelque chose, c'est df crochet pour dire je veux trier ça. De nouveau votre df, le nom est le même, avec entre crochets ou point la colonne que vous voulez ordrer et votre opérateur logique. Donc faites attention, df crochet, df, la colonne entre crochets que vous voulez trier et ensuite l'opérateur logique. Donc là, j'ai décidé de trier la colonne âge et de m'afficher uniquement les personnes qui ont plus de 21 ans. Et ça va effectivement, dans mon data frame, la colonne âge, plus de 21 ans. Et si je veux que les valaisans, par exemple, moi je mets des meilleures notes aux valaisans, du coup je veux voir qui est valaisan pour pouvoir leur mettre des meilleures notes. Je mets l'opérateur logique égal. Rappelez-vous, pour dire est égal à, on a besoin de 2 égales et pas de un seul. Et ça va m'afficher les valaisans, je vais pouvoir leur mettre des bonnes notes. Donc la structure est un peu bizarre quand on veut trier avec des opérateurs logiques, c'est vraiment ce crochet, de nouveau le nom de mon data frame, entre crochet la colonne et l'opérateur logique. Et ça, vous allez voir, c'est très 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 utile. Et à l'inverse, si moi je veux mettre des notes catastrophiques au vaudois, je peux aussi les trier et ainsi être totalement impartial dans ma manière de juger les étudiantes et les étudiants. Très bien. Donc ça, c'est vraiment la base de comment on traite un data frame. Et maintenant, dans une dernière partie, je vais vous montrer comment, à partir d'un fichier CSV, on peut en faire un data frame. Donc là, j'ai le fichier forestfire.csv. C'était un fichier qui était dans une de vos séries d'exercices. Et il est aussi sur GitHub.
Donc vous pouvez en tout cas essayer avec ce fichier-là, mais c'est pareil pour absolument tout fichier CSV. Et là, la fonction c'est readCSV, hein, comme son nom l'indique, pour lire le CSV. Donc je l'appelle data, je peux l'appeler n'importe comment, et c'est de nouveau panda mon package.readCSV. Et là, j'ai simplement le nom, entre guillemets, le nom de mon CSV. Hein. Et là, attention, hein, là ça marche parce que mon fichier CSV est dans le même dossier que mon fichier, mon notebook Python. Sinon, vous devez ici mettre le chemin de votre CSV, hein, comme home, votre nom, ou téléchargement. Donc faites attention, hein, là, si c'est dans le même dossier, il n'y a pas de problème. Donc moi, je vous conseille, si vous avez un projet, faites un dossier où vous mettez vos fichiers CSV et vos notebooks pour l'analyse des données. Comme ça, vous êtes sûr que tout fonctionne. Donc là, moi, mon fichier Forest Fire est dans le même dossier, tout va marcher bien. Et là, qu'est-ce qu'on remarque, hein? On remarque que ça n'est pas du tout ce qu'on voulait. Et ça, malheureusement, il faudra faire très attention à ça. C'est que globalement, quand vous prenez des données, vous les prenez d'une certaine manière et certaines personnes qui vont vous donner leurs données vont les prendre d'une autre manière. Et là, il n'y a pas de miracle, il faut regarder. C'est ce que je vais faire maintenant. Il faut regarder le fichier CSV. Donc là, j'ai ouvert le fichier CSV brut et on remarque deux choses. Hein. On remarque premièrement que ce qui sépare les différentes colonnes, c'est des points-virgules. Normalement, et faites-le avec des virgules, normalement, dans la grande majorité des fichiers CSV ou Excel, hein, c'est des virgules. Là, on ne sait pas pourquoi c'est des points-virgules. Donc c'est pour ça que Panda, par défaut, il prend les virgules. Et c'est pour ça que la structure est catastrophique. Donc là, c'est des points-virgules. Donc faites attention. Et autre chose qu'on remarque et qui est presque encore plus catastrophique et qui est malheureusement souvent le cas si vous utilisez Excel, n'utilisez pas Excel, c'est que si vous avez des nombres à virgule, c'est pas un point, mais c'est une virgule. Et là, de nouveau, Python, il comprend le point pour dire, ah, c'est un nombre à virgule, c'est un float, mais il comprend pas la virgule. Donc ça, vous devez spécifier quand vous transformez votre CSV en data frame, quand vous importez un CSV en data frame en Python, vous devez préciser ça. Hein. Donc là, deux choses, j'ai des points-virgules et c'est séparé, les chiffres à virgule sont séparés par des virgules et pas des points. Hein. Donc regardez quand vous avez ce genre de problème, où là, alors je vais remettre un affichage joli, tac. Quand vous avez quelque chose comme ça de catastrophique, c'est probablement que le data frame a une autre structure que ce dont vous avez l'habitude. Mais vous faites toujours des data frames où les colonnes sont séparées par des virgules et les nombres à virgule sont séparés par des points. C'est beaucoup plus facile pour n'importe quelle personne qui va ensuite utiliser vos données. Donc là, premièrement, je vais regarder la séparation. C'est un argument en plus, donc c'est la même fonction. Sauf qu'au lieu de m'arrêter là, je lui précise, je dis attention, la séparation, c'est sep et un point-virgule. Et là, ça ressemble déjà beaucoup mieux à un data frame. Il y a toujours ce problème ici de virgule. Donc là, le gros problème, c'est que globalement, si vous lui demandez cette colonne et de faire la moyenne, il va rien comprendre. Parce que pour lui, ça c'est un littéral et ce n'est pas un float. Donc vous devez lui préciser que les décimales, les nombres à décimales, c'est avec une virgule. Et là, vous avez exactement ce que vous voulez. Hein. Ici, avec ce plus 0,5, c'est 10 fois, c'est 10 puissance 5. Ça montre que là, il a compris que ça, c'était un float. Hein, donc là, vous avez exactement ce que vous vouliez. Et là, maintenant, vous pouvez travailler avec votre data frame. Hein. Là, on a les pays comme première colonne. Ça va être des strings.
ça va être des caractères littéraux. Les années, ça va être des entiers. Et les pertes forestières, ça va être des flottes, des nombres à virgule. Très bien. Et là, de nouveau, une fois que vous avez bien importé, et que c'est exactement ce dont vous voulez, c'est pour ça que la fonction head est utile. Donc la fonction head qui vous donnait, rappelez-vous les premières lignes, avec df.head, je peux l'appliquer ici pour voir à quoi ressemblent mes données. Donc data.head. Et là, j'ai les premières données. Comme ça, je peux vérifier. Ah, il fallait que je le fasse ici. Voilà. Et là, je peux vérifier que tout est en ordre. Et ensuite, c'est exactement ce qu'on a vu. Par exemple, si je veux que les données correspondant à la France, alors c'est comme on a vu avant. J'ai mon data frame, les crochets, je veux la colonne ISO, qui est la colonne ici, et je veux uniquement la France. Faites attention, c'est en majuscule, il faut mettre des majuscules. Il faut respecter ce qu'on appelle la case, si c'est minuscule ou majuscule. Et là, je peux trier mon data frame, et j'ai les données pour la France. Et ensuite, je peux dire, en France, il y a eu une augmentation, une diminution, et faire des graphiques, par exemple. Donc, très bien. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que maintenant, les listes et les data frames n'ont plus aucun secret pour vous. Et on se retrouve très très vite pour un autre tutoriel.